sommes dimanche après-midi et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien et que vous faites de bonnes lectures. Moi j'en fais une assez bonne, j'avoue. C'est une épreuve non corrigée Nami qui sort en février, donc je vous reparlerai. Je vous avais évoqué le titre, mais voilà, vu que ça sort en février, je vous en reparlerai en temps voulu. Niveau lecture audio, je suis dans le bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Noin et j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit au dernier vlog, je suis à la page 29, donc vraiment tout début, mais je trouve que déjà je suis enveloppée par l'histoire et j'accroche. Et niveau réception, j'ai reçu hier L'Oiselleuse de la Reine, le tome 1 du Château des Soupirs, saga de Isabelle Duquesnoy. Je l'ai déjà lu et il est parfait, il est génial. Non, il n'est pas parfait, voilà, mais c'est une excellente lecture. Il est dédicacé, donc merci beaucoup à l'autrice. C'est un beau bébé de 475 pages qui est sorti jeudi ou vendredi, je crois. Il est disponible, il est en grand format chez Verso et il est particulièrement réussi, particulièrment immersif. La plume d'Isabelle Duquesnoy colle parfaitement avec cette histoire. Je vous en avais déjà parlé. J'ai adoré cette histoire et en plus Benoît des éditions Verso m'a gâté avec une box. Tadam. Attention la box. C'est pour la photo. Alors j'avoue, je suis accessoirisée à mort pour les photos. Je vais essayer de t'en mettre partout. Il y a de la plume. Il y a de la plume. Il y a de la plume. Il y a du parchemin. Et il y a un truc super beau. Oui. Et il y a un truc trop beau. Donne. Ah, il est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est parti? Ah, pourquoi tu l'as enlevé le bras? Faut pas l'enlever, hein? Pourquoi tu l'as enlevé? Des barrettes pour mettre dans les cheveux. Trop beau, trop beau. Voilà, de la plume, de la plume, de la plume. Et le livre, bien entendu. Trop contente. Merci beaucoup Benoît. Je vais essayer de faire une photo digne de ce nom cette semaine. Avec un petit chignon et les barrettes. Je sais pas si je me prends de dos avec, par exemple, à la place de l'œuf, je mets le livre. En même temps, j'ai pas la perruque, hein, j'ai que les plumes et les barrettes. Je vais voir si je peux faire un chignon avec des plumes et les barrettes. Peut-être que je peux faire ça avec la photo, enfin le bouquin derrière. Donc il faut, si je me prends en photo toute seule, que je mette le chrono, que je sois plutôt cadrée. Vous voyez le dessous des photos Instagram. Mais parfois, c'est un peu complexe. Et comme mon conjoint fait... Ouais, je peux prendre en photo si tu veux. Voilà, il comprend pas forcément ce que je veux comme photo, mais bon, il y met de la bonne volonté quand je lui demande. Voilà, c'est parfois, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. C'est un peu mon mantra de vie. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup Benoît, je suis contente. Et je ne veux pas jeter ce truc, quoi. C'est pas possible. Enfin, je sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que je le découpe? Mais en tout cas, c'est trop classe, quoi. Il est collé? Ah oui, il est collé, Je sais pas si je le détache. Bref, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, foncez. C'est un très beau roman qui se passe un tout petit peu avant la seconde Guerre mondiale. Pas du tout. Révolution française, 1786, jusqu'à 89, à peu près été 89, je dirais. Et en fait, j'attends la suite avec grande impatience. J'ai discuté avec l'autrice, elle vient de terminer l'écriture du tome 2 et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que la fin, elle est trop bien. Mais elle nous laisse vraiment sur le bord de la route, en fait, avec son héroïne. Et waouh, voilà, il se passe beaucoup de choses. Il y a un perroquet qui rentre en jeu, un perroquet qui compte beaucoup aussi pour l'autrice. Et elle en parle bien. Et en fait, c'est ce décor révolutionnaire, aristocrate, propre à l'époque pré-Révolution française. Et en plus, il y a ce personnage-là du perroquet qui ajoute une petite touche de fantaisie et qui en fait est détesté par Liselotte, mais dont elle va quand même se servir et qui va servir de faire valoir à son... comment dire pour s'en sortir en fait financièrement. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais vraiment... Ah, peut-être je peux vous lire le résumé, en fait je crois que je l'avais pas lu. 1786. Pour échapper au couvent et au bordel, Liselotte épouse le riche et vieux baron de Beaupré. Préoccupé de s'assurer un héritier, il impose à la jolie roturière ses assauts lubriques tout en l'initiant aux usages de la noblesse et à l'élevage de ses chers oiseaux.
hélas. Ah, mais il révèle vachement de trucs. Ah non, je peux pas vous dire ça. Ah non, je vais dire rien. Ah bah non, 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 là je vais discuter avec Benoît, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ils en disent trop dans la quatrième de couve. Ne lisez pas la quatrième de couve. Arrêtez-vous là. Parce que là... alors moi j'avais rien lu du résumé. Mais, enfin je crois. Mais là je constate que ce qui est dit en fait... c'est limite. Je vais en parler à Benoît, c'est trop Benoît. Mais en tout cas, voilà, c'est un régal, c'est une pépite. Ne passez surtout pas à côté. Voilà, là, ce que je fais, c'est que je garde un petit peu mon fils. Mon conjoint est en train de travailler en bas, et ensuite je lui laisse et je pars au Festival America parce qu'il y a Joyce Ménard, aujourd'hui en dédicace de 15h à 17h. J'avais une accréditation pour aller au festival, finalement j'ai pas du tout pu assister à quoi que ce soit au niveau conférence ou dédicace, j'ai été très occupée en fin de semaine et quelqu'un, donc Audrey, m'a envoyé Joyce Ménard à America. J'étais comme une ouf, j'ai fait j'y vais, pourquoi que je puisse y aller, pourquoi que ça soit un jour où je peux y aller, et c'était aujourd'hui de 15h à 17h, donc j'y fonce, mon sac est prêt, je vais lui faire dédicacer Où vivaient les gens heureux, bien sûr, et je vais prendre Prêt à tout, qui sera notre lecture commune à Audrey et une autre, je sais plus ton prénom, c'est qui? C'est Linotte? Non, je sais plus. Je discute avec trop de monde, je crois. Mais voilà, en tout cas, on lit Prêt à tout en mars pour Mars au féminin. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, avec grand plaisir, on se redira ça de toute manière. Et je vais juste faire ça, je vais faire aller-retour, Joyce Ménard, je rentre chez moi. Je vais peut-être passer quand même dans les allées, histoire de vloguer légèrement. Je sais qu'il y a David Joy aussi. Son dernier me tente beaucoup, j'ai jamais lu cet auteur. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça? Non, 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 non. Voilà, on verra, parce que là, la palle va pas bien du tout. Hein. La palle est à 22. J'étais à 5 quand même à la fin de l'été. Ça fait un petit peu mal. Mais bon, j'avais refait ma palle, vraiment, voilà, c'était pas le prioritaire, pas le non prioritaire. Donc de ma palle non prioritaire, j'en ai remis dans ma palle prioritaire, donc c'est pour ça qu'elle est remontée. Elle était remontée à 17, je crois, 16 ou 17, et là elle est remontée parce que j'ai reçu Alma, j'en ai reçu l'Iconoclaste, j'ai reçu, même si le Baptiste Beaulieu, je l'ai reçu et lu, voilà, ça fait plus un moins un. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai reçu les 2 Lucinda Riley, voilà, très gentiment. J'en ai reçu d'autres. Là, j'ai reçu La littérature, ça paye, que je vous ai montré. La lettre bleue. Qu'est-ce que je vois d'autre encore? Je sais plus. Bref, il y en a plein. Il y en a plein que j'ai reçu là. Et c'est super. Et en plus, le catalogue 10-18, je pense que je vais lui demander le True Crime, en fait. Parce que je veux tous les lire. Donc voilà. Je vous reprends plus tard. Je vlog un petit peu America. J'aimerais parler à Joyce Ménard et lui poser une question, mais je pense que je vais pas avoir le temps en fait. Genre lui poser la question, quel est votre dernier coup de cœur littéraire? Non, j'ai juste envie de lui dire merci pour ce bouquin, mais vous savez même pas à quel point il m'a retourné le cerveau. Et je crois que j'ai saoulé tout le monde avec ce bouquin, mais j'en assume une pleine conséquence. Voilà, je vous retrouve plus tard. Et je suis revenue du Festival America hier où j'ai pu voir Joyce Ménard et j'étais très très contente de la voir, c'est trop bien. Il y avait presque personne, j'y suis allée vraiment en me disant bon je vais faire la queue, il va y avoir un monde de dingue. Il y avait 3 personnes devant moi et elle parlait français donc ça c'est super. J'ai pu donc faire dédicacer Où vivaient les gens heureux et je suis trop contente, voilà, elle m'a même dessiné. Alors, elle a écrit pour Florence, mère d'un garçon. Merci pour l'inspiration de Joyce Ménard. En fait, quand je suis arrivée devant elle, je lui ai tendu le livre. Elle me dit est-ce que vous l'avez lu? Je fais oui, je l'ai lu justement et j'ai été bouleversée. Vous avez été ma plus belle lecture de l'année dernière. Oh là là, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et je lui ai dit que voilà, que ça m'avait fait beaucoup réfléchir à ma place de femme, à ma place de mère et tout. Et puis elle m'a demandé, est-ce que vous êtes mère? Your mother? J'ai dit oui, j'ai un garçon de 5 ans. Et en fait, il y avait du monde. Elle avait compris, 5 enfants? Je fais non, un enfant de 5 ans. Ah, et on a eu un grand, enfin pas un fou rire, mais voilà, un moment de rigolade. Et elle dit, oh là là, 5, hein, c'est beaucoup quand même. Non, juste un, d'accord. Donc après, on a discuté un petit peu de Eleanor. Et elle m'a dit, quel est votre point de vue sur Eleanor? Parce qu'elle est souvent critiquée sur les choix qu'elle a faits.
Il y a beaucoup de lecteurs qui ne comprennent pas ses choix. Et je lui ai dit que je pense qu'elle a eu beaucoup de choix. Alors, je ne spoile pas, en fait, le récit. Si vous n'avez pas lu, je vous conseille de lire Joyce Maynard. En fait, elle a beaucoup de choix dans sa vie. Et en fait, il y a des choix qu'elle n'arrive pas à faire. Et il y a notamment des choix, quand on est mère, qu'on est obligé de faire et qui viennent des tripes, quoi. On n'a pas le choix, en fait, finalement, quand on est mère, des fois. Donc voilà. Et elle m'a dit merci, c'est très inspirant, merci. Enfin, bref. Mais c'était un échange génial parce qu'elle parlait français, donc c'était top. J'ai pu trouver mes mots facilement. Elle est super gentille. J'ai pu faire une photo avec elle. J'étais vraiment, vraiment ravie. J'avais pas pris d'aussi bons amis à faire dédicacer. J'aurais pu, mais moi je m'étais dit c'était vraiment celui-là qui m'avait bouleversée, donc c'était celui-là que je voulais garder en dédicace. Et je voulais prendre prêt à tout. Et en fait, il n'avait pas, il avait que en grand format. Et comme je préfère l'avoir en poche, voilà, je me dis que celui-là, ça sera vraiment le seul que j'aurai en grand format d'elle, j'imagine. Enfin, je veux tout lire d'elle, je veux tout lire d'elle. Donc de toute façon, je vais forcément à un moment donné, peut-être être obligée d'acheter les grands formats, je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux tout lire, donc il y a Prêt à tout. Et après, je voulais lire Baby Love, je crois. Je veux lire son autobiographie avec sa relation avec... j'oublie toujours comment elle s'appelle. Un autre auteur, bref, voilà. Donc de Simon Amis, c'est fait. Je crois que c'est Les règles d'usage, le roman autobiographique. Prêt à tout, donc ça je veux le lire. Baby Love, voilà. Alors je serais très curieuse aussi de lire Une adolescence américaine, chronique des années 60. Parce que j'ai assez envie de le lire aussi. Et Devant moi le monde. Et Devant moi le monde, c'est peut-être celui-là qui est autobiographique. Je sais plus. Un jour tu raconteras cette histoire. Je sais plus, bref. Mais voilà, en tout cas, je suis très 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 contente de l'avoir vu. J'ai fait un tour vite fait au Festival America. Je suis arrivée, il était 16h10, j'en suis repartie à 5h moins 20. Je suis restée une petite demi-heure. J'ai fait le tour, toujours très chouette, toujours beaucoup de tentations. Notamment, je crois que je l'ai filmé, comment elle s'appelle, Naomi Alderman, je crois. Celle qui avait écrit Le Pouvoir, qui était un titre qui était sorti il y a longtemps, mais qui avait fait beaucoup de bruit sur Instagram, qui s'appelait même pas encore Bookstagram, je crois, à l'époque. C'était un livre, vous savez, très graphique, rouge, avec des grands traits comme ça, triangulaires sur le pouvoir, un truc un peu dictatorial presque, où les femmes prennent le pouvoir, donc une espèce de truc un peu dystopique. Et là, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Le Futur, qui avait l'air vachement bien. Mais pas du tout entendu parler, c'est Gallimard, je suis pas du tout partenaire, je m'intéresse pas forcément à ce qu'ils font. Mais là, j'avoue, ça avait l'air pas mal du tout. Voilà, je ne sais pas si vous aviez lu Le Pouvoir, mais moi je m'étais tâtée longtemps, et puis finalement je l'ai jamais lu, parce que peur d'être déçue. C'était un petit peu le même genre que quand il était sorti, il y avait eu Vox aussi. Vox, où j'avais été assez déçue en fait. Le concept de base était génial, et ça partait ailleurs, j'étais déçue. Et je crois même que QI, de la même autrice, était un peu dans le même genre. Idée de base top, et puis après ça dévie ailleurs. Mais en tout cas, voilà, très curieuse de son nouveau, là, Naomi Alderman. Peut-être c'est même pas Naomi, mais Alderman en tout cas. Elle était là, elle était en dédicace. J'ai vu James Ellroy, je l'ai jamais lu, je sais pas, ouais, je pense qu'il faut le lire quand même. Je pense qu'il faut en lire au moins un de lui, parce que c'est un gros auteur américain, donc il faut le lire. Et puis, il y avait Richard Ford aussi. Et puis j'ai vu David Joy, alors j'ai hésité parce que son nouveau me tente bien. Et puis en fait, juste à côté de Joyce Maynard, vu que c'était le stand 10-18, il y avait des livres de David Joy. Et il y en a un qui s'appelle Le poids du monde, qui a l'air vachement bien. Nos vies en flammes aussi. Et en fait, je crois qu'il me tente cet auteur. Mais là, tout de suite, maintenant, j'ai pas le temps d'en lire. Je ne sais pas vers lequel me tourner. Donc si vous avez lu David Joy, voilà, balancez les titres, dites-moi. Je regarderai les résumés. Je pense que ça a l'air d'être un peu, ça tend vers nature writing, roman noir, thriller, histoire de vie dans les montagnes Appalaches peut-être états-uniennes, ou dans le centre américain, enfin dans les terres américaines peut-être, je pense que c'est plus là-dessus. Donc voilà, donnez-moi des titres parce que je serais quand même curieuse de le lire, et je crois que son dernier est très très bien. Mais c'est un grand format, j'ai pas trop envie de l'acheter en grand format. Et juste à côté, en fait, David Joy était en dédicace jusqu'à 16h30, et je l'ai vu, et puis après j'ai fait un tour, il était parti, donc il était plus là. Et de 16h30 à 17h30, je crois, il y avait S.A. Cosby. J'avais pas du tout pensé à prendre La colère, parce que j'y allais vraiment que pour Joyce Maynard, donc j'avais pas regardé les dédicaces, enfin les horaires de dédicaces de S.A. Cosby. Et il était là à partir de 16h30. Donc voilà, c'était vraiment le moment, il était 29, il allait arriver, mais il y avait un peu de monde, et j'ai dit non, bah c'est pas grave. Je voulais lire Le sang des innocents, je crois.
ou Les routes oubliées, je sais plus, mais je crois plus Le sang des innocents. C'est pas grave, c'est pas très grave. En tout cas, c'était mon goal, c'était Joyce Maynard. Voilà, je suis trop contente de l'avoir vu. Et lisez Joyce Maynard, absolument. Niveau lecture, j'ai terminé l'épreuve non corrigée Nami, que je lisais, qui était très bien. C'était très très bien. Voilà, je vous en dirai plus quand il sortira. Mais c'était une belle histoire. C'est une histoire écrite par une coréenne, je crois. J'ai même pas regardé si c'était une femme ou un homme. D'ailleurs, je sais même pas si c'est... il sort en février, donc on n'aura peut-être pas beaucoup d'infos. Et j'ai du mal avec les prénoms asiatiques. Voilà, j'ai vraiment du mal à retenir les prénoms. Et donc à m'attacher aux personnages qui portent des prénoms asiatiques. Parce que je pense qu'on a plus l'habitude des prénoms occidentaux. Et que peut-être on associe plus facilement un personnage, un caractère à un prénom qu'on connaît qu'à un personnage qu'on ne connaît pas, enfin donc on ne connaît pas le prénom. Et j'étais très perturbée du coup, parce que finalement, c'est dommage. Je me suis attachée au personnage principal, alors elle s'appelle Jeongmin. Jeongmin. Jeongmin, je ne parle pas coréen, donc je ne sais pas comment ça peut se prononcer. Donc ça, c'est ce personnage-là. Elle rencontre d'autres personnages, elle va faire de la poterie, tout ça. Bon, c'est autour de la poterie, mais autour de bien d'autres sujets encore. Et c'était une belle histoire. C'était vraiment une belle histoire, totalement dans l'esprit Nami. Très chouette. Je vous en reparle en temps voulu. En attendant, comme finalement j'ai lu assez vite tout ce que je voulais la semaine dernière, j'ai de l'avance. Et je vais pouvoir... J'ai commencé même l'essai de Anne Bouillon qui s'appelle Affaires de femme, une vie à plaider pour elle. Il sort chez l'Iconoclaste le 3, donc cette semaine. Et vraiment, vraiment, il est important. Je vous avais lu le résumé et j'ai déjà lu 58 pages. Il est important, ce bouquin. En fait, je vais vous lire le début. Je l'ai partagé sur Instagram et je vais vous le lire. La femme que je défends a 30 ans. Elle en a aussi 19 et parfois 72. Elle n'a pas d'enfant ou elle en a 2 ou 3. Le grand fait un dessin dans la salle d'attente de mon cabinet, le petit s'agite dans la poussette, essayant d'attirer l'attention de sa mère pendant qu'elle me raconte ce qu'elle vit. D'ailleurs, les violences ont commencé là, quand elle est tombée enceinte, ou quand lui a compris qu'elle allait partir et risquer cette fois de ne pas revenir. Elle porte un voile, une croix, parfois une polaire Décathlon et des chaussures de rando. Elle bosse tout le temps, et ça a été hyper compliqué de caler le rendez-vous. Elle touche le RSA, elle ne sait pas comment elle va faire, car c'est lui qui garde l'argent. De toute manière, elle ne sait plus rien faire. Depuis qu'elle est partie, son mec est en rage, il la cherche, elle a perdu 4 kilos, elle n'arrête pas de bouffer, elle vient me voir avec des tonnes de papier froissé dans un sac de supermarché, où elle a tout mis sur une clé USB et fait de jolis dossiers. Elle passe son temps à s'excuser, dont je ne me souviens pas très bien. Excusez-moi, j'ai la tête qui fonctionne plus. Elle a mal au bide, elle prend des cachets, ses nuits sont blanches, sa trouille est bleue. Ses gosses, il ne les aura pas. Hors de question qu'ils s'en prennent à eux. Elle voudrait partir, mais pour aller où? Sa famille lui dit de rester, on ne quitte pas son mari, ça ne se fait pas. Elle veut que ça sorte, elle veut qu'on l'écoute sur les réseaux sociaux et devant la justice. Elle ne veut pas déposer plainte, ça ne sert à rien. Personne ne va la croire. Il est puissant, il a des réseaux, elle ne se souvient pas de grand-chose, juste son prénom. C'était dans une soirée, elle avait bu, elle aurait dû dire non, n'est-ce pas? Au boulot, tout le monde sait, personne ne bouge. Elle le connaît depuis toujours. Elle ne peut rien révéler, ça va faire exploser la famille. Elle l'aime encore, elle le hait, c'est un pervers narcissique. Elle me dit, je vous jure, maître, c'en est un vrai. Elle se sent vide. Elle n'est plus rien. Elle veut travailler, mais il ne veut pas. Reste à la maison. On ne fait pas les enfants pour qu'une autre les élève. Elle a un amant, c'est comme ça qu'elle tient. Elle picole le soir, c'est comme ça qu'elle tient. Elle a envie de partir, parfois même de mourir. Et elle a honte de devoir le dire. Ces femmes sont comme vous et moi. Elles sont nos mères, nos filles, nos amies, nos collègues, nos voisines. Elles sont nos sœurs toujours. Elles sont vieilles ou jeunes, riches ou pauvres. Elles ont toutes les couleurs de peau et croient ou non en tous les dieux du ciel. Elles sont partout. Elles sont parties. Elles sont partout. Elles sont parfois si différentes qu'elles ne partagent rien. Rien si ce n'est d'avoir, l'espace d'un instant ou pendant toute une vie, fait l'expérience de la domination des hommes. Je vous en dis pas plus. Vraiment, j'ai la chair de poule. Je pourrais tout vous lire. Il est important, ce bouquin. Vraiment. Vraiment important. Il sort donc le 3 et je vais le continuer un peu aujourd'hui, beaucoup demain probablement, je l'aurai fini demain au mercredi. Je ne peux pas mettre de post-it parce que tout est important en fait. Voilà. Je pense que je peux ouvrir à n'importe quel moment. Voilà, sa plainte est classée sans suite. Ok, plainte sans suite. Hop, un autre endroit. Ce livre est le fruit de cette conversation à 3 voix menée durant des années avant et après MeToo. Voilà, tout est important dans ce bouquin. Donc... je sais que je peux faire confiance à l'Iconoclaste. Mais là, j'ai eu un coup de foudre absolu pour le Baptiste-Beaulieu. Et là, je vous dis, ce livre-là, qui est encore l'Iconoclaste, est important. Vraiment, l'Iconoclaste, vous tapez dans 1000 à chaque fois. Vraiment. Voilà, donc il fait même pas 300 pages. Il est un peu plus grand qu'un format classique de l'Iconoclaste. Parce que si je mets les deux à côté... Vous voyez, il dépasse un petit peu. C'est les formats essais, je pense, de chez l'Iconoclaste.
Et voilà, c'est important. C'est important. Par exemple, si vous ne voulez pas vous le procurer maintenant et que vous préférez l'avoir en occasion ou l'emprunter, Mars au féminin, important. Voilà. Voilà. Ce matin, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une initiation à la poterie. Alors, suis-je influencée par la lecture d'amis que j'ai faite? Oui, oui, oui. En fait, j'avais fait un cours de modelage fin juin, là où je travaille, parce qu'il y a des profs d'art plastique, tout ça. Et on avait pu faire des échanges de connaissances, partage de pratiques et tout. Et du coup, j'avais fait modelage. Et j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai repensé à l'artiste qui s'appelle Couleur Pastèque. J'avais acheté, si vous me suivez depuis un moment, un petit espèce de petit bol, une petite tasse, un petit peu, elle était noire, mat, très très belle, avec un petit personnage qui faisait un peu penser à Chihiro, vous savez, au, au monstre là avec la tête blanche, tout ça. Et donc j'aime beaucoup cette petite tasse et j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait, Couleur Pastèque. N'hésitez pas, elle est sur les réseaux, elle a un site internet aussi. Elle est beaucoup dans les salons et là elle faisait des initiations à la poterie. Mais c'est des jours où je ne pouvais pas y aller. Je me suis dit, ah zut, c'est pas grave, je vais demander à mon collègue art plastique s'il fait de l'initiation. Oui, tout à fait, je ne peux pas y aller non plus. C'est pas des horaires qui me conviennent en fait. Donc j'ai cherché, à côté de chez moi, j'ai trouvé un atelier de poterie. Et je me suis dit, ne mourons pas bêtes, faisons de la poterie. Donc je vais faire une initiation à la poterie ce matin, en sachant que je ne sais pas du tout comment ça marche, c'est pas, voilà. J'ai pas de tablier, donc je sais pas comment je vais faire. Il faut que j'enlève les bagues, les bijoux, tout ça. Ça dure 2h30, donc je vais essayer de créer quelque chose, peut-être en 2h30, je ne sais pas. Mais voilà, je suis curieuse, donc j'essaye. Là j'ai du temps avant les vacances de la Toussaint, parce que j'ai pas repris les écoles. Après ça va être plus compliqué, donc là j'en profite vraiment. Et puis j'y vais en bus, donc je vais prendre celui-ci. Et je vais vous raconter ça, je pense pas pouvoir filmer, mais voilà, j'ai hâte. Donc cette semaine, j'ai celui-là à lire. Et après, qu'est-ce que je voulais lire? La lettre bleue, je la repousse un peu, je crois. Je sais plus, attendez, je vais vous dire. Oui, donc je voulais lire La lettre bleue de Emmanuel, je sais plus comment il s'appelle, Par la force des choses de Claire Norton. La littérature ça paye de Antoine, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai mis La colère d'Izanagi aussi de Cyril Carrère, mais je vais peut-être le basculer en novembre pour le Black November parce que je voulais en fait participer un petit peu au Black November, mais j'ai presque plus de thriller en fait dans ma palle, à part Enfermé de Jacques Sausset, mais je ne l'ai pas prévu en novembre. J'ai prévu Précipice en novembre. J'ai prévu De sang-froid de Truman Capote aussi. Les mystères de Fleet House, petit policier je crois, de Lucinda Riley, et c'est tout un thriller ce que j'ai. J'ai plus que ça. Et j'ai Enfermé, mais ouais, encore une fois, je l'ai pas prévu. D'ailleurs, je l'ai pas prévu du tout, faudrait peut-être que je le prévoie. Mais voilà, alors j'avais noté le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. J'ai pas du tout été en contact avec Robert Laffont, ils me l'ont pas proposé. Je sais que je peux le demander à Karine sans problème. Voilà, à voir. Il est programmé de toute façon. Mais voilà, j'ai encore un beau planning de lecture. Et puis j'ai Macbeth à lire de Shakespeare avec Géraldine. Notre premier Shakespeare, enfin mon premier Shakespeare à moi. Je crois qu'elle va peut-être en lire d'autres avant. Peut-être un autre. Mais voilà, parce qu'on a lu toutes les deux Mary Sidney, alias Shakespeare, de Aurore Evin. Si vous ne l'avez pas encore lu, franchement foncez. Qui nous démontre totalement que Shakespeare n'a pas écrit son œuvre. Que c'est écrit par une femme. Voilà. Donc je suis très curieuse de lire Shakespeare. En me disant quand même, c'est peut-être une femme qui a écrit. Et d'ailleurs, je reprendrai peut-être les idées sur Macbeth de Aurore Evin pour en savoir un petit peu plus. Je ne connais absolument rien à l'œuvre de Shakespeare. J'ai jamais lu de Shakespeare. Si j'ai lu, alors quand j'étais à la fac, j'ai fait une fac de théâtre à Paris 8, il y a 20 ans. Et du coup, je m'étais lancée dans une fac de théâtre parce que je voulais faire un DUG danse. Il n'y avait pas. Donc il y avait une licence danse, mais avant de faire la licence, il fallait faire un DUG art. Ce qui est complètement ridicule parce que tu tapes 2 ans d'un domaine que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, avant d'aller dans ton domaine. Alors que tu viens d'une formation danse de base. Hein, voilà. Bref. Donc j'ai fait théâtre. Et avant, je crois que l'été, juste avant de rentrer à la fac, j'ai dû lire 1 ou 2 Shakespeare, histoire de dire, allez, on va sur les classiques. Je crois que j'ai dû lire Roméo et Juliette, et je sais plus. Et je n'en ai aucun souvenir. J'avais acheté les Librio, vous savez, les grands à 10 francs, là, je sais pas quoi. Rien, aucun souvenir, rien, absolument rien. Donc voilà, c'est bien, Macbeth, c'est bien. Il est pas très long, d'ailleurs, il faut que je l'achète. Et voilà, j'ai aussi prévu La Sœur de la Lune de Lucinda Riley et Le Bureau d'éclaircissement, je l'ai commencé en audio. Peut-être que La Sœur de la Lune, je pourrais aussi le lire en audio, parce qu'il fait quand même 848 pages.
Mais ça va, niveau octobre, ça va en sachant qu'il y a les voitures, non, les vacances au milieu. Et que j'aurai un peu de temps a priori. Voilà, j'ai trop parlé, je vous reprends plus tard. Je suis en train de faire des essais coiffure, je vais vous montrer. Parce que je fais ma photo Instagram de l'oiseau de la reine. J'ai mis le parchemin avec l'iselotte. Et en fait, je me suis fait un petit chignon avec les petits accessoires que j'avais dans la box. Donc j'ai fait ça un peu à l'arrache, mais je vais vous montrer l'envers du décor des photos Instagram. J'ai essayé de trouver un truc sympa et a priori ça va, hein, donc c'est bon. Ça tient, les barrettes sont trop belles. J'aurais voulu mettre encore plus de plumes, faire une tombée de plumes en même temps qu'on prenait la photo, mais là il aurait fallu qu'on soit deux et mon mari n'est pas là, donc je voulais le faire absolument aujourd'hui pour mettre le post rapidement en ligne. Donc voilà, vous voyez, quand les maisons d'édition nous envoient des box, on essaie de faire des belles photos à chaque fois, mais c'est pas toujours facile. En tout cas, voilà, il est sorti, l'oiseau de la reine, et lisez-le encore, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. On est mardi après-midi, je me suis fait un petit thé noir. Je suis en train de vider mes thés. Soit je me fais des grosses théières, soit je me fais des mugs comme ça, parce que j'ai trop de thé, et l'automne est revenu, c'est la saison du thé, avec l'hiver et le printemps et l'été. Et du coup, j'essaie de vider un peu. Celui-là, c'est un thé noir bergamote, je crois, que j'avais acheté il y a longtemps. Et il me reste genre de quoi faire un thé, en fait, c'est tout, donc c'est bien. Je vide ma boîte, je nettoie ma boîte est vide, elle est prête à accueillir un thé plus tard, parce que je vais en vider d'autres. C'est un peu comme la palle. Vous savez, on en lit 5 et on en achète un nouveau. Et ben les thés, c'est pareil. On en vide 5 et on en achète un nouveau. Alors, niveau lecture, je suis dans Affaires de femmes, j'ai presque fini, je vais le finir là en raccrochant avec vous. Il me reste 30 pages et c'est très très intéressant. C'est dur à lire. C'est dur parce qu'il y a une partie sur le viol qui est vraiment dure à lire. Il y a beaucoup de témoignages. C'est presque que ça, du témoignage et du texte de loi, des chiffres, de la justice, des exemples, ces mots à elles qui retranscrivent la justice et les injustices aussi que les femmes peuvent subir. C'est très intéressant, mais il y a certains passages qui sont assez durs à lire, j'avoue. Un passage très intéressant sur le consentement. Je vous donne le sommaire parce que je pense que ça peut vous intéresser. Suspecte, comment entendre la parole des victimes. Le viol, un crime ordinaire. Le consentement, intégrer le nom des femmes. Féminicide, autopsie d'un crime qui ne dit pas son nom. Prescription, le temps qui passe. La prescription, ça m'a rendue folle. Mais folle. Une dame qui a 40 ou 50 ans qui vient porter plainte pour des viols qu'elle a subis quand elle avait 7 ans. Et on lui dit non, il y a prescription, le dossier est clos. Désolé, merci, salut. Tu te remémores ça, tu gardes ça dans ta vie pendant 40 ans caché, et quand enfin tu as le courage de parler, ah ben non, désolé, la prescription, hein. Voilà. Non, en fait, non. Donc terrible, le chapitre de la prescription est assez terrible. Les auteurs de violence, des hommes, pas des monstres. Protection, une nouvelle culture, donc là j'en suis là. Et après, ça sera réparation, remettre en état. C'est passionnant et c'est essentiel comme bouquin, donc voilà, je vous le conseille. Niveau lecture, j'ai avancé un petit peu. Le bureau d'éclaircissement des destins, c'est toujours très beau. Là aussi, c'est très dur. Il y a un passage très dur qui se passe dans les camps de concentration. Des descriptions de ce que subissent les femmes, de ce que subissent les enfants, et c'est dur à écouter parce que tu l'as dans les oreilles et tu peux à pas enlever l'écouteur ou couper ou accélérer de 30 secondes. C'est compliqué. Donc quand tu l'as dans les oreilles, faut respirer un grand coup, se dire allez voilà, ok, j'entends, je dois pas me mettre trop d'images dans la tête. C'est compliqué, vraiment, c'est difficile à certains passages, mais c'est très bien, c'est vraiment très beau. J'ai acheté un livre. Voilà, parce que je le lis en octobre, je lis Macbeth avec Géraldine. Il fait 150 pages, je ne sais absolument rien de Macbeth, et là c'est la scène 4 de l'acte 3 qui est citée, donc j'ai pas envie de lire, voilà, j'ai rien envie de savoir. J'ai juste vu au début qu'il y avait la liste des personnages et que Macbeth est un général d'abord, puis roi d'Écosse. Voilà, c'est tout ce que je sais. La scène est en Écosse, et à l'acte 4, scène 3, en Angleterre. Parfait. Nous avons aussi Lady Macbeth. Voilà, il y a plein de gens, toute une page. Je ne sais rien, mais rien de ce bouquin. Et je vais voir si je suis sensible à la plume de Mary Sidney, alias Shakespeare. Je vais me faire des ennemis, hein, tant pis. Hein. Mais bon, après avoir lu le bouquin d'Aurore Evin, je ne peux pas imaginer que Shakespeare ait écrit ces bouquins, c'est pas possible. D'ailleurs, à la fin, il y a une biographie de Shakespeare, et le truc fait 1 page et demie, quoi. Shakespeare, on pourrait dire, ouais, il a fait ça. Non, même pas, 1 page. Ça, et ça. C'est tout. Voilà. On sait vraiment pas grand chose de lui en fait. Donc lisez le bouquin de
de Aurore Evin. Voilà, je suis en train de chercher un nouveau format pour mes chroniques. Je monte mes vidéos sur InShot et je vois des réels passer de chroniques parlées. Je vois Magda qui fait souvent ça et puis je me dis ça va être un temps fou quand même à le faire. Et en fait sur InShot, il y a la possibilité d'avoir des sous-titres. Et comme c'est gratuit, mais non, j'ai un essai gratuit, après il faut que je vois combien ça coûte. Mais il y a des logiciels maintenant qui mettent des sous-titres. Je trouve ça dingue. Et en même temps, tout est business, donc tout est monnayable, monétisable, bref, voilà, achetable. Donc ça m'étonne pas, mais je trouve ça triste quand même de ne pas mettre à disposition des créateurs de contenu des choses plus gratuites. Mais bon, donc j'essaie les sous-titres et je voulais faire des réels, voilà, de chroniques. En sachant que là, comme je vous parle, c'est spontané, c'est naturel, tout ça. Est-ce que j'aurai la même spontanéité quand il s'agit d'une chronique? Je ne sais pas. Je fais plus de story parler sur Instagram parce que voilà, je suis plus trop là-dedans. Mais je pourrais vous en parler. Après, ouais, je fais surtout des chroniques là, spontanées, de quand j'ai fini les bouquins, là en vlog. Mais une chronique écrite, je peux la faire. Mais par exemple, pour le Baptiste Beaulieu, j'ai 1000 choses à dire en fait. Et j'en ai déjà dit là en vlog. Donc je sais pas ce que je vais faire comme chronique. Là j'ai plein de bouquins. Et vous, comment vivrez-vous? J'ai fait la photo mais j'ai pas écrit la chronique. Le chant d'Achille, j'ai pas fait la photo, j'ai pas fait la chronique. L'oiseleuse de la reine, c'est bon, c'est fait, j'ai juste à poster. Affaire de femme, faudrait que je le fasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah c'est tout. Non, j'ai dû en lire d'autres entre temps. Mais je suis à la bourre, complètement à la ramasse. Au niveau de mes chroniques parce que je suis en retard, voilà, depuis juillet c'est bon, août c'est bon, je crois que j'ai tout posté en août. Baby Cakes, oui, je peux le cocher, c'est bon. Les éclats de Bret Easton Ellis, j'ai pas posté, j'ai fait la photo, j'ai pas fait la chronique. Un été chez Andrea, j'ai pas fait la chronique. Les filles de l'ouragan, j'ai pas fait la chronique. Retenir l'hiver, j'ai fait la chronique, j'attends le bouquin. Et c'est tout. Mais ça fait quand même beaucoup. Voilà, il faut en plus que je mette à jour mon reading journal, parce qu'on est en octobre, ça y est. Et voilà, donc je réfléchis un petit peu à voir si je fais des chroniques réelles sur Instagram. Dites-moi ce que vous en pensez, mais peut-être que je vais tester un truc là, en post. Voilà, voir un peu ce que ça donne, en sachant qu'il y a 2 rendez-vous, le lundi avec la question du lundi et le vendredi avec le vendredi lecture. Mardi, mercredi, jeudi. Je poste plus trop le week-end en fait. Et ce qui me saoule, de plus en plus, c'est les algorithmes. Hein. Je pense qu'on est tous concernés par ça. Même si je m'en fiche, tu dis, il y a 12 600 personnes sur Instagram qui me suivent et j'ai 150 likes sur mes chroniques et photos. Bon. Je ne fais pas forcément ça pour avoir du like, hein, on est d'accord, mais tu te dis, c'est quand même bizarre les algorithmes. Parce que, évidemment que quand tu mets une photo qui parle avec ton visage, ça attire plus de monde. Donc, ça va tourner plus. Donc, l'algorithme va plus le montrer. Quand tu mets juste une photo du bouquin avec une chronique comme ça, que tu as mis du temps à écrire, qui est construite, qui est développée et tout, bah non, parce que le texte, c'est pas Instagram à la base. Donc voilà, il faut vraiment miser sur la photo. Les carousels, j'ai l'impression que ça rapporte plus de likes. Mais pour moi, c'est un temps fou à faire. Je préfère les trucs faciles. Et pour moi, les chroniques, c'est ce qui est encore plus facile. Et le plus spontané, ça serait de faire des chroniques vidéo. Mais voilà, il faut voir. Je pense que je vais d'abord l'enregistrer en amont. Après, je le monte sur InShot avec les sous-titres. Et puis à voir si moi, ça me convient déjà de base. Et après, si j'ai des bons retours. Mais je sais pas trop. On va voir. Je vais essayer un truc. Peut-être. Je sais pas. Je vous tiens au courant. J'avais rien à la boîte aux lettres ce matin. J'attends encore des choses. J'attends notamment donc la version papier de Retenir l'hiver de Ingrid Desjours. J'attends. Ah si, j'ai reçu. Mais si j'ai reçu 2 tomes. Tada! Vous vous rappelez les 3 Dahlia? Et bah le tome 2 vient de sortir, c'est Cathy Watson. C'est toujours le même format, petit format Cozy Mystery de... Oh, il est cassé. Bon, je vais garder pour moi celui-là. Tant pis. De Cathy Watson, Cozy Mystery du Cherche Midi, qui était trop classe. J'adore la couverture du tome 2. Je la préfère à celle du tome 1 même. Et donc c'était Meurtre à Aldemir House, le premier tome. Et là, nous sommes avec Rosalinde, Caro et Posy. Ils sont surnommés les 3 Dahlia. Elles ont en effet toutes les 3, chacune en son temps, interprété à l'écran le rôle de Dahlia Lively, héroïne classique du roman policier à l'image de Miss Marple. Et elles sont aujourd'hui réunies à l'occasion d'une nouvelle adaptation des aventures de Dahlia. Le tournage a lieu dans un cadre de rêve, un manoir perdu du Pays de Galles. Le décor idéal pour mettre en scène un crime.
tellement idéal que la réalité, rejoint bientôt la fiction. Une de nos 3 héroïnes reçoit des menaces de mort avant d'être victime d'un étrange accident qui aurait pu lui coûter la vie. Qui en veut à la vénérable comédienne? Voilà notre trio de choc lancé dans une nouvelle enquête. Et si le scénario du film prévoit bien des rebondissements, les faits vont leur réserver plus de surprises encore. Ça, c'est cool. Alors, ils sont gros. Ils font 500 pages. Voilà, c'est du Cozy Mystery, mais c'est pas du petit 250 pages qui se lit facilement. Non, c'est vraiment construit. On sent que l'autrice, elle adore les policiers, elle se nourrit de ça quotidiennement, tout le temps. On en parlait lors de l'événement Cherche Midi. Et donc, je pense qu'elle développe vraiment, vraiment bien ses Cozy. Et c'est super. Donc, on peut pas rentrer dans un bouquin comme ça en disant « Oh, ça va être léger, tout ça ». Non, t'es dedans. Peut-être tu prends des notes. Tu vas être peut-être plus attentif que dans certains Cozy Mystery, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Les chapitres ont l'air plutôt courts. Non, en fait, non. Attendez. Chapitre 1. Ouais, non, c'est pas court, en fait. Chapitre 2. Non, c'est une quinzaine de pages, je pense, par chapitre. Il y a combien de chapitres? Épilogue. Épilogue. 28. 28 pour 500 pages. Je vous laisse faire le calcul, je suis nulle en maths. Donc il y en a 2, il y en aura un que je vais faire gagner sur Instagram. Voilà. Et puis celui-là que je lirai pas tout de suite. Parce que je suis carrément à la bourre, parce que même le « Et ils ne furent plus que 9 », le tome 3, 4 du CLR Mort, là, ils étaient 7, vous savez, les clubs des amateurs des romans policiers. Même celui-là, j'avais prévu de le lire en septembre, puis je l'ai décalé en octobre, puis je l'ai décalé en novembre, puis je ne l'ai plus reprogrammé du tout. Donc il est là. Si je réussirai à le lire rapidos, tant mieux. Si je réussis pas à le lire, et bah tant pis, il attendra. Et c'est pas très grave, j'ai pas l'impératif. Et celui-là, c'est pareil. Le groupe Instagram que Maëlle de Cherche Midi a mis en place, moi j'ai précisé que je ferai pas la lecture du tome 2. Voilà, je le lirai plus tard. Et j'ai pas de compte à rendre. Enfin, le Cherche Midi, ça a toujours bien fonctionné. Même si Benoît est parti, ils savent qu'ils sont là, ils seront lus, mais peut-être pas tout de suite. Voilà. Et le mois d'octobre, il y a 2 semaines de vacances à la fin, donc je vais pouvoir lire aussi normalement. Mon conjoint est pas mal absent parce qu'il a plein de trucs professionnels, donc je serai à la maison aussi avec mon fils, ça veut dire que le soir je pourrai lire, et ça c'est cool. Et en plus, vraiment j'ai lu pas mal cette semaine et je m'attendais pas à lire aussi vite celui-ci, ni le Baptiste Beaulieu, voilà, c'est vraiment... pour l'instant c'est... Tout roule niveau lecture, donc ça c'est cool. J'ai de l'avance sur mon planning et après celui-là, je vais lire La littérature ça paye de Antoine je sais pas quoi qui fait 180 pages et ça sera très bien parce qu'après je lis normalement en lecture commune avec Estelle Alma, le préquel des Déracinés de Catherine Bardon. Il sort très bientôt et comme ça je pourrais peut-être même le chroniquer pour sa sortie, ce qui serait super. Et voilà, j'ai très hâte, je crois qu'il fait 160 pages. Écrit gros, ça me fait peut-être une soirée ou 2, ça sera parfait. Et pareil, on prend de l'avance sur le planning et c'est très bien. Donc voilà, mes plannings sont toujours modifiables, vous le savez, je fais des plannings, mais c'est pour m'aider en fait à y voir plus clair sur un mois. En fait, je me demande si par exemple j'avais pas du tout de planning, toute ma palle serait prise spontanément, mais je pense qu'entre le spontané et le programmé que j'aurais fait, il n'y aurait pas beaucoup de différence finalement. Donc ça me cadre au moins le planning, je sais ce que je lis avant, je sais ce que je lis après, je sais ce que je lis dans une semaine, tout ça. Je peux mettre en place les lectures communes et ça me convient parfaitement pour l'instant. Voilà, il est 15h30, je vais finir Affaires de femme avec mon petit thé et je vous retrouve demain. Non, pas demain, pas le mercredi. Jeudi Je sais plus. Peut-être jeudi. Bonjour, nous sommes... Il s'est mis en marche tout seul. Nous sommes jeudi, il est pressé que je filme. Je suis en train de mettre à jour mon reading journal. J'allais écrire là où j'en étais parce que j'ai avancé, j'ai lu Claire Norton. J'étais pas prête et j'ai même pas rempli le mardi, donc il faut que j'avance ça quand même. J'ai lu ça du Claire Norton hier 360 pages. Je vais vous en reparler. Qu'est-ce que c'est que ça? Dvorak, Symphonie du Nouveau Monde. C'est pas à moi, c'est à mon mari. Et du coup, je le ferai après, c'est pas grave. Je vous ai laissé en vous disant que j'avais peut-être terminé Affaires de femme ou qu'il me restait pas grand-chose. Je l'ai terminé, c'est une très 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 belle lecture. Indispensable. Il sort aujourd'hui. Oh, faut que je fasse mes stories sur celui-là et le Baptiste Beaulieu. Ils sortent aujourd'hui, il faut absolument que je le dise. Mais je crois que je l'ai déjà dit. Et après l'Affaire de femme, je me suis dit, tiens, j'ai du temps, j'ai du temps dans mon planning de lecture, je vais sortir La littérature ça paye de Antoine Compagnon qui est dans l'Académie française, qui avait l'air super, qui avait tout pour plaire. Vous connaissez la suite, voilà.
Dans les sociétés dominées par les lois du marché, on vient forcément à se demander que vaut la littérature comme placement, quel rendement, quel retour sur investissement peut-on espérer de la lecture. Et là, je m'attends à quelque chose de statistiquement fondé, avec des chiffres, avec des réflexions, avec des trucs concrets, des trucs modernes, où le mec a fait des recherches auprès de la jeunesse, auprès du grand public, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui rapporte, combien ça rapporte à l'auteur. Je m'attendais vraiment à ça. Pas du tout. Pas du tout. Je suis très déçue parce que c'est une petite maison d'édition qui s'appelle les éditions des Équateurs. Et ils ont l'air super, ils ont l'air d'avoir publié plein de trucs. Mais là, je pense que l'auteur s'est cru un petit peu au 19e siècle et ne parle que d'hommes, que d'auteurs, que de littérature très élitiste. Ici, Proust, Baudelaire, Flaubert. Aucune autrice, absolument rien. Avec des chiffres un petit peu désespérants. Alors, j'ai rien noté parce que ça m'a énervé. J'ai lu la moitié, je vais le finir là aujourd'hui. Il cite, alors est-ce que je vais retrouver la page Il cite les grands auteurs lus, voilà. Il y a une littérature qui rapporte, réduite en France à quelques noms, toujours les mêmes. Paul Loup-Sulitzer, Marc Lévy, Guillaume Musso, Joël Dicker. On a l'impression que ce livre-là a été écrit il y a 10 ans, en fait. Si on enlève Joël Dicker, on a l'impression qu'il a été écrit il y a 20 ans. Voilà, rien, pas Virginie Grimaldi, pas Aurélie Valogne, pas Mélissa d'Acosta, rien. Pourtant, ce bouquin vient de sortir. Hein. Donc, à mon avis, il a écrit beaucoup de choses. Le gars fait partie de l'Académie française. Mais là, tu te dis quand même 2024. Le mec est poussiéreux, en fait. Je suis désolée, hein, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu triste. Aucune autrice. Je suis arrivée page 74, pas une femme citée, rien. Il parle de Proust, il parle de la lecture, mot à vrai dire il me semble plus convenable pour signifier ce que j'ai à l'esprit. Il se trouve que l'enseignement de Saint Louis à sa fille Isabelle, chère fille, accoutumez-vous souvent à confesser et élisez toujours confesseur qui soit de sainte vie et suffisante lettrure. L'épître se trouve dans Saint Louis en son temps, 1875, la vie de Saint Louis racontée par Henri Vallon le député, à qui nous devons la naissance irréversible de la Troisième République. Oh, mais au secours quoi. Je le prends n'importe où. Notre président du Tennessee avait pressenti l'évolution en cours. L'enseignement supérieur est une entreprise, entre parenthèses business, exposait-il encore. Les étudiants sont des consommateurs et ils sont face à un choix qui représentera probablement la deuxième ou troisième plus gros investissement de leur vie. Ils méritent de connaître le résultat probable de leur investissement, les coûts et bénéfices des études, investissement... Enfin, ça m'énerve de lire, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve de le relire. Il part loin, il part ailleurs. Un peu dans la littérature, mais il cite Proust, il cite le mythe d'Orphée, Barthès, Baudelaire, Bonnefoy, Yves Bonnefoy, hein, pas Miguel Bonnefoy, Max Weber, encore Proust, il cite même Macron, c'est génial, voilà, encore Baudelaire, Paul Valéry, Valéry, voilà, donc je vais le finir parce que je veux le finir et que je vais quand même en parler à la maison d'édition en disant je suis désolée, j'ai pas du tout accroché à cette lecture, je m'attendais vraiment à autre chose. Mais voilà, peut-être, hein, il me reste 100 pages. Hein. Peut-être tout peut changer, mais pour l'instant j'ai un retour assez négatif à faire sur ce bouquin. On verra. Donc comme j'étais énervée, que je voulais pas le prendre dans le métro hier, et ben j'ai pris par la force des choses de Claire Norton, qui m'avait l'air plus léger. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, on est avec un personnage qui s'appelle Lisa. Alors, c'est pas triste ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment des questions de vie, de femme, tout ça. C'est très bien écrit. Et ça, c'est très très bien écrit. C'est hyper... ça se lit super vite, c'est hyper immersif. On tourne les pages comme ça, comme ça. J'en ai lu 300 hier. 300 pages en une journée, c'est très rare que ça m'arrive. J'ai pas eu tant de temps que ça hier, j'ai eu transport aller-retour, donc 1 heure, et j'ai eu une pause d'1h30, mais j'ai pas lu pendant 1h30. Donc voilà, je l'ai quand même dégommé. On est donc avec Lisa, qui est une jeune femme qui va tomber amoureuse d'un homme très, qui vit très bien, avec des parents très bourgeois, dans le milieu plutôt politique, qui ont beaucoup de moyens et qui vont accepter que le couple emménage dans une de leurs maisons. Un peu élitiste aussi, bon, pourquoi pas. Donc Lisa va mener cette vie-là. En fait, elle va tomber enceinte et c'est lui qui va dire garde cet enfant, s'il te plaît. Tu ne pensais pas tomber enceinte, tu pensais que c'était pas possible. Elle a été élevée par une mère hyper féministe qui a fait mai 68, qui a connu le manifeste des 343, qui a manifesté pour le droit d'avortement, pour tout ça et pour la liberté des femmes.
Et elle se sent donc enfant de cette femme-là, de ce chemin féministe-là. Et elle dit, ouais, mais attends, j'ai le droit d'avorter. Ma mère s'est battue pour ça, j'ai le droit de le faire, donc je vais peut-être le faire. Et lui, qui s'appelle Charles, va dire, non, mais écoute, tu te rends compte, tu pensais même pas que c'était possible, en fait, d'avoir un enfant. Tu pensais que tu étais stérile. Là, tu es enceinte. Garde-le, s'il te plaît. Et puis, on va fonder une famille, on va être ensemble. On a les moyens de le faire, on le fait, on va être une vraie famille bien construite et tout. Donc, elle accepte de le faire parce que elle aussi, ça la travaille, c'est normal. Et puis, bon, bah, ils vont vivre cette vie-là. Jusqu'au jour où, en 98, à la finale de la Coupe du Monde 98, elle va tomber complètement par hasard sur un inconnu, et ça va être le coup de foudre. Ils vont s'embrasser, et ils vont se quitter. Ils vont partir, voilà, chacun de leur côté. Jusqu'au jour où le temps passe, sa fille donc grandit, et un jour, complètement par hasard, elle va retomber sur lui. Je ne vous en dis pas plus. Mais je n'étais pas d'accord avec Lisa. Je ne suis pas d'accord avec Lisa, je ne suis pas d'accord avec ses choix. Je comprends qu'on puisse faire ce choix. Je comprends les choix aussi de l'autrice d'avoir montré ça. Et je vois Lisa, bon, là je suis très très avancée dans le bouquin, donc je ne vais pas vous dire ce qui se passe, mais je vois Lisa dans une spirale. J'ai vu Lisa entrer dans une spirale infernale. Et en fait, ça pose des questions hyper intéressantes sur le couple, la notion de vie à deux, de vie de famille, des choix qu'on veut faire dans sa famille, des choix qu'on veut faire en tant que mère, femme, épouse, et en tant que femme dans son corps de femme. Qu'est-ce qu'on veut de ça? Donc ça, je reconnais que c'est hyper bien fait. Mais moi, je suis en colère. Je suis énervée sur Lisa. Je suis énervée aussi sur un autre personnage. Je trouve Charles absolument détestable. Pour beaucoup de raisons. Claire Norton, en fait, elle exploite vachement la psychologie des personnages, et ça, c'est très important. C'est très creusé, c'est très bien fait. Donc ça, vraiment, il y a beaucoup... En fait, il y a énormément de qualité dans ce bouquin. C'est moi qui n'arrive pas à accrocher avec le personnage principal, donc c'est un petit peu compliqué. Mais je reconnais qu'il y a un vrai talent, et pour sûr, un public gigantesque pour adhérer à ces romans-là. J'aurais aimé lire Celle que je suis, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont parlé de ce livre-là, et en plus je crois que c'est sur des violences conjugales, donc ça m'intéresse beaucoup, en sachant qu'elle écrit très bien. Quand je l'ai rencontrée, elle parle bien, d'accord, mais elle parle juste et vrai, et elle est attentive à ce que tu dis, et elle est impliquée en fait, donc c'est très intéressant et très agréable en fait de discuter avec elle, donc ça c'est super. Mais voilà, moi je n'accroche pas à ce personnage-là, donc je vais le terminer aujourd'hui ou demain, je pense. Je garde quand même Celle que je suis en mémoire. C'est des histoires de vie. Alors c'est marrant parce qu'à la fin, il y a donc le dernier qui s'appelle Et que Dieu me pardonne, là, qui sort chez Robert Laffont. Et c'est écrit en dessous, Claire Norton, des livres qui parlent de vous. Et ça parle de nous, ça parle de la vie. C'est plutôt adressé aux femmes parce que c'est des histoires de femmes la plupart du temps, j'imagine. Je n'ai pas lu les résumés, mais j'aurais tendance à croire, voilà, peut-être que c'est un cliché, mais j'aurais tendance à croire que c'est des histoires de femmes. Et c'est très bien. C'est très bien écrit, c'est pas le roman à l'eau de rose en fait, hein. C'est beaucoup plus profond que ça. Même si moi, il y a des scènes que je trouve un petit peu cucu, personnellement, mais parce que je suis pas lectrice de romance, donc j'adhère peut-être pas forcément à ça non plus, je suis peut-être pas le public, mais je reconnais qu'il y a énormément de qualité dans ces bouquins. Voilà où j'en suis au niveau de ma lecture, il me reste même pas 200 pages. Hein. Oh, ah non, pas du tout, 150 pages. Ouais, 519, je suis page 362, c'est ça, 150 pages. J'ai le chauffagiste qui vient ce matin, mais je ne sais pas quand il vient, donc concrètement je vais attendre. Je peux pas sortir de chez moi. Donc à part envoyer des mails et lire, voilà, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, enfin ce matin plutôt, cet après beaucoup plus, parce que je bosse ce soir, et du coup je vais essayer d'avancer ça et de le finir. Si c'est pas ce soir, c'est demain. Voilà. Sinon, dans ma boîte aux lettres, j'avais un livre. Alors je pensais, mais en fait je me suis fait avoir, j'aurais dû anticiper un petit peu les choses. L'an dernier, vous savez, on a organisé un événement sur le tome de Karen Pitoki, Cozy Christmas Mystery. Le tome 2 sort là. Il sort la semaine prochaine. Et je reçois le catalogue Robert Laffont. Je l'ai reçu et j'ai demandé 2 livres. Le premier que je vais vous montrer, le deuxième qui n'est pas encore arrivé. Et j'ai vu donc dans le catalogue, bien sûr, le livre de Karine. Et je ne l'ai pas demandé en me disant, bah, on a fait l'événement, Robert Laffont est au courant a priori... Normalement, il devrait me le proposer. Alors j'ai été très naïve là-dessus, je pense, hein, j'aurais juste dû demander en fait. Mais je me suis dit, je vais pas le demander parce que si elle me l'envoie, je vais l'avoir en 2 exemplaires, ça sert à rien. Donc j'ai été, encore une fois, un peu naïve en me disant non, je vais pas le demander, je vais leur faire confiance, j'attends un petit peu, j'attends et j'attends.
Donc je pourrais tout à fait contacter Karine en disant au fait, est-ce que tu penses que c'est possible que je reçoive le livre? Mais j'ai pas envie d'aller gratter son livre. Si on me l'envoie pas, bah, j'irai l'acheter et c'est pas très grave. Mais je me dis quand même, l'événement qu'on a fait l'an dernier, je pense qu'ils n'ont pas trop communiqué entre eux, peut-être Robert Laffont, je ne sais pas. C'est pas très grave, peut-être que je me plante sur toute la ligne et que je vais le recevoir cette semaine. Peut-être, avec grand plaisir, mais voilà, je vous dis un petit peu ce que je ressens en disant bon bah, bon, c'est pas grave. J'en ai reçu un, c'est le livre de François Allu, Le Prix de l'Étoile, parce qu'il est donc danseur étoile de l'Opéra de Paris, mais il a fait beaucoup d'autres choses aussi. Il a fait un one-man show et il a été jury de, je sais pas quoi, Danse avec les stars, non? Je sais plus. Donc là, c'est son autobiographie. Je suis très curieuse de lire un roman d'un danseur étoile qui n'est plus à l'opéra. Je crois qu'il a démissionné. Voilà, il a passé 18 ans. 18 ans à l'opéra. Ouais, d'accord, ok. Il a 30 ans. Après 18 ans passés à l'Opéra National de Paris, aujourd'hui artiste, il intervient aussi en entreprise pour apporter des solutions créatives aux défis de demain. Que veut dire cette phrase? Je ne sais pas. Donc je vais vous lire le résumé. Et si je vous disais que pour devenir danseur étoile, j'avais dû conclure un pacte avec le diable? Si je vous racontais que c'est après avoir parlé à une voyante que j'ai quitté l'Opéra de Paris pour amener l'art en entreprise? Si je vous expliquais que j'ai dû plonger dans un trou noir pour accéder à la singularité? Si je vous confiais que c'est la souffrance qui m'a permis de comprendre ce qui me retenait prisonnier de mes rêves, vous me croiriez? Non. Dans ce livre autobiographique et poétique mêlant récits, rimes riches, jeux de mots et théories de vie, François Allu raconte les secrets des couloirs de l'Opéra Garnier, les lumières des soirs de spectacle, la souffrance, la colère et la discipline. Ça m'intéresse. Mais surtout, il raconte le reste. La fantaisie, l'imagination, ok, et cette liberté qui est toujours possible. Une véritable ode à la différence. Donc moi, j'attends de ce livre qui nous raconte effectivement les coulisses de l'opéra, parce que je suis toujours curieuse de lire ça, de lire son ressenti en tant que danseur, en tant qu'élève à l'opéra, en tant que collègue avec les autres danseurs, son rapport à la scène, son rapport au public, son rapport à son corps, son rapport à l'apprentissage peut-être des chorégraphies, et aussi de la liberté qu'il a prise de partir de l'opéra, pourquoi il l'a fait, et qu'est-ce que ça a changé dans sa vie. Voilà, moi j'attends ça de ce livre. Là, je sais pas trop où aller, j'avoue. Il est pas très long, je ne sais pas quand je vais le lire, il fait 200, pas grand chose, 230 pages à peu près, voilà, 230. Et c'est assez intéressant parce que tous les titres de chapitres ont des noms de pas. Échauffement, première position, deuxième position, glissade, face à la barre, failli, à 540, je sais pas. Dégagé, chassé, rond de jambe, pas de valse, détourné, plié, adage entre chats, révoltade. Je ne connais pas la révoltade, je chercherai, je demanderai à mon collègue de classique. Assemblée, battu, grand jeté, piqué, sissonne, fouetté, gargouillade, je ne connais pas non plus. Attitude, échappé, pas de bourré, grand écart, brisé, brisé, volé, épaulé, balancé, développé, enveloppé, pirouette, relevé, changement de pied, mené, saut de l'ange, tour en l'air, fondu, déboulé, temps lié, en dedans, en dehors, manège, finale, révérence. Et c'est bien parce que c'est le déroulé d'un cours de danse en fait. Bon, c'est très 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 complet là, mais c'est les exercices à la barre et puis après au milieu, avec les sauts, avec la petite batterie, avec voilà, des déboulés, des temps liés, un manège, tout ça. Ok, donc curieuse quand même. Hein. Curieuse, il sort là, en octobre. Je ne saurais pas vous dire exactement la date. J'ai pas d'infos, j'ai pas reçu de communiqué de presse dedans. Donc voilà, il est au prix de 19,90 €. Et sinon, j'ai reçu aussi un petit colis de mon amie Estelle, petite lectrice, parce qu'elle est partie en Écosse et qu'elle a pensé à moi, avec un joli marque-page du Château d'Édimbourg, qui est magnifique. Deux petits bonbons. Alors c'est écrit vanille fudge, alors je ne sais pas ce que c'est. Je goûterai, je verrai peut-être des caramels. Une belle petite carte. J'adore. Je vais la mettre dans la bibliothèque. Et un petit comment dire, sachet à thé, je pense. Voilà, en forme de théière. J'adore, j'aime trop. Merci beaucoup Estelle. Merci. Voilà, et bien écoutez, je vais reprendre ce que j'étais en train de faire, à savoir noter les pages que j'ai lues hier et avant-hier. Et puis je vais reprendre le Claire Norton, je vais attendre l'appel du chauffagiste et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous reprends 2 petites minutes avec la gorge un petit peu serrée parce que je viens de terminer Par la force des choses de Claire Norton et je ne l'ai pas vu venir et j'ai eu un peu les larmes aux yeux, j'avoue. Donc je revois mon jugement, j'en ai parlé à l'autrice. C'est un très beau roman, voilà. Autant j'ai pas aimé le choix de Lisa, autant elle le développe sur de nombreuses années et sur de nombreux événements qui vont lui arriver. Et on arrive à un stade après où il y a
un espèce d'effet papillon, je pense, en fait, où ce qui s'est passé dans le passé de Lisa va avoir un impact assez retentissant sur ce qu'elle va vivre et comment elle va le vivre et sur son futur et sur sa vie de femme un peu plus âgée, qui a une cinquantaine d'années. Et en fait, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a choisi va avoir un impact. Et je vais vous parler aussi de Céleste, sa fille, qui a une place très importante à la fin de ce roman. C'est très beau, vraiment, vraiment, c'est vraiment très beau. Il y a des scènes, ouais, il y a des scènes un peu cucu, j'avoue. Ça, je reste là-dessus. Mais j'ai été assez sciée, j'avoue, aussi. Donc voilà, je revois mon jugement sur ce bouquin, il est très beau. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une très très belle lecture, très touchante et très poignante. Je veux absolument lire celle que je suis. Voilà, merci Claire Norton pour ce roman. Très beau, vraiment super beau. Très contente de l'avoir lu, de l'avoir dégommé finalement. Et ouais, c'était très bien. Voilà, c'est un avis à chaud, un peu remué, mais ouais, très très bien. Je vous donne un autre avis, beaucoup moins remué. J'ai pas aimé, voilà, j'ai pas aimé, je vais pas trop m'étendre, j'en ai parlé à la maison d'édition. Ce livre n'était pas pour moi, je pense que ce livre n'est pas très moderne. Voilà, c'est dommage, c'est un rapport à la littérature qui n'est pas le mien. Voilà, il y a un ou deux chapitres qui sont intéressants, vraiment intéressants sur la fin, je reconnais très bien. Néanmoins, il y a tout une espèce d'apologie de la littérature classique que je rejette pas du tout, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que Proust. Et voilà, bref, je ne m'étends pas. Je vais commencer la lettre bleue que j'ai déjà mis dans mon sac parce que je vais partir bosser, de Emmanuel, je sais plus comment il s'appelle, Robert Espalieu, chez Robert Laffont. Alors je sors d'une histoire d'amour et je retourne dans une histoire d'amour avec la Seconde Guerre mondiale, je crois, en fond, ou la première, je ne sais plus. Donc voilà, je vais essayer de me séparer de l'histoire de Claire Norton et d'entrer dans l'histoire de la lettre bleue. Mais voilà, ça promet d'être aussi une très belle lecture. Voilà, je suis un peu remuée là. Beaucoup de lecture, beaucoup d'émotions. Mais c'était cool. Mon petit calanco est fleuri. On est vendredi matin, il fait beau, il n'y a pas un nuage. Ça calme, mais il fait beau. Donc ça c'est cool. J'ai commencé hier la lettre bleue de Emmanuel Robert Espalieu. C'est une merveille. C'est tellement poétique, terriblement bien écrit. C'est superbe, vraiment superbe. J'ai déjà lu 150 pages hier. Il m'en reste même pas 150, 110 précisément. Donc je vais le finir aujourd'hui. Magnifique, vraiment magnifique. La plume est superbe, superbe. Donc beaucoup d'émotions en lisant ça. C'est très très beau. Je peux vous lire le début peut-être ? Les pétales mauves des chrysanthèmes fanent sous le crachin du mois de novembre. Le cimetière, peint par petites touches d'eau du ciel gris-rose ce matin-là, sent le granit mouillé, alors que les enfants d'Ondelay, morts pour la France, figés dans leur dernier élan de vie sur le monument aux morts, crient leur nom en lettres carmin élégantes. Autant d'hommes aujourd'hui des spectres qui marquent les vivants comme une cicatrice, qui ne s'effacera jamais et qui se rappelle à eux quand la solitude les met à nu. C'est trop beau, c'est trop beau. Et puis... après, on fait l'histoire, on fait connaissance de Marie. Donc on découvre son histoire, elle va parler. Je vous lis aussi le début de ça parce que c'est très très beau. Le soleil me gagne en douceur, la maison baigne dans la quiétude du feu qui se meurt, braise après braise, laissant derrière lui l'odeur rassurante de la cendre chaude. Je repasse les événements de la journée, mon travail à l'atelier, mon enfant, mon mari. Ce corps lourd et protecteur est tendu là, à mon côté, et qui, quelques instants plus tôt, m'étreignait encore dans cet élan amoureux qui ne s'est jamais essoufflé depuis notre rencontre. C'était il y a quelques années maintenant. La guerre résonnait alors encore dans les mémoires blessées. Les chansons à boire avaient remplacé les chants de victoire, reléguant l'armistice au livre d'histoire, et les danses venues des Amériques prenaient le pas sur la Java, les dancings du bal, sur les bals musettes. Bien au chaud sur l'édredon, j'entends déjà les premières notes de la mélopée que je connais par cœur, chuchotée par mes fantômes. La même chaque nuit. Mes paupières lourdes peinent à lutter contre la fatigue et déjà les images de ce rêve unique envahissent mon esprit en terre conquise. Tous mes sens sautent aux aguets, impatiente d'y retourner à nouveau et craintive de revoir celui qui n'est plus. Je suis rassurée par l'homme que j'aime aujourd'hui et dont je perçois la respiration régulière derrière moi. Doucement, je me laisse une fois de plus mener vers ces souvenirs qui m'attachent au passé de celle que je fus, comme tant d'autres femmes en ces temps sombres. C'est beau, c'est trop beau. Et c'est beau et c'est terrible, terrible. Le début est très dur.
Enfin, il est très triste en fait, voilà. Marie a perdu son mari sur le front. On est en 1915, 14, 16, la Première Guerre mondiale, et elle reçoit la lettre bleue. Cette lettre qui annonce la mort en fait d'un conjoint, d'un fils, d'un parent, d'un cousin, d'un père, et elle, c'est son mari qui est décédé. Donc à partir de là, voilà, on peut imaginer la détresse et la tristesse que peut ressentir Marie, mais Marie qui va quand même essayer de vivre. Et c'est pas très bien vu, parce qu'elle est veuve. Elle est veuve, donc une veuve ne danse pas, une veuve ne rit pas, elle ne sourit pas, elle est triste. C'est très beau, c'est super beau, voilà. C'est sur la Première Guerre mondiale, je lis peu de choses sur la Première Guerre mondiale et je suis toujours curieuse d'en lire d'autres. Donc là, c'est hyper bien écrit, vraiment, c'est magnifique. Voilà, je vais conclure ce vlog ici. Comme ça, je le monte, vous l'avez demain. Et moi, j'en commence un ce soir, quand probablement j'aurai fini celui-là. Vu que donc j'attends Estelle pour Alma, je ne sais pas trop où elle en est. Si je termine aujourd'hui, aucun problème. Soit je lis un magazine avec des petits articles, soit je lis un manga, soit j'avance en papier le Gaël Nohan. Mais voilà, j'ai vraiment pas de quoi m'ennuyer niveau lecture. Et comme ça, je vous ferai mon débrief final dans le prochain vlog. Mais en tout cas, c'est très très beau. Il est sorti là. Il est sorti, il a pas fait beaucoup de bruit, à tort, parce qu'il est vraiment magnifique. Et en plus, la couverture est superbe, je trouve. Donc voilà, je me régale. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous lisez. Et puis j'essaierai de répondre en commentaire comme j'essaie de faire à chaque fois. Voilà, je vous souhaite de très belles lectures et puis je vous dis à une prochaine. À bientôt!